cas, ouais, putain, Solana, il nous fait une belle poussée plus vite que prévu. Hein, j'ai jamais douté de la capacité de Solana, mais par contre, j'ai toujours douté de la capacité de Solana à pump aussi vite. Hein. Et là, les gars, souvenez-vous, hein, moi, je l'ai défendu à 8 $, 15 $, 13 $, machin. Je l'ai défendu et j'ai pas assez acheté. J'en ai pas des caisses en vrai. Parce que je me suis trop dilué sur plein de jetons. Mais j'ai toujours défendu Solana. Et j'aurais mieux fait de m'écouter, tu vois. Mais maintenant, je vais vous poser une question très simple. Est-ce que Solana peut faire un nouvel ATH? En sachant que l'ATH de Solana, il était autour de 240 $ de mémoire. Est-il capable de faire un nouvel ATH? Vous n'êtes pas prêt quand ETH fera la même. ETH, il fera jamais une volatilité comme Solana en fait. Parce que Ethereum, il est beaucoup trop capitalisé pour ça. C'est pas le problème. Mais ce qui va créer de la méfiance et ce qui va rendre ce cycle très intéressant, c'est que même après Account Abstraction, Proto Dank Sharding et ETF, on aura quand même un réseau qui restera assez lent, on va pas se mentir, hein, un Layer 1 assez lent, avec des frais qui resteront toujours extrêmement chers pour du swap si vous passez pas par un Layer 2. Donc Ethereum continuera d'être critiqué, donc des gens continueront de spéculer sur des alternatives de type Solana, Avalanche, etc. Et je ne fais pas de critique d'Ethereum, je vous dis pas Ethereum c'est mort, il va se faire dépasser, badadi badata. Je vous dis juste que la place de Bitcoin en tant que numéro 1, elle est inchangée. On sait ce que c'est faire Bitcoin et ce que c'est ne pas faire Bitcoin. C'est toujours le métronome du marché. Par contre, la place de numéro 2 d'Ethereum, elle n'est pas sécurisée à vie. C'est ça que je veux vous dire. Plus un Solana va pumper, plus potentiellement d'autres layers vont pumper avec lui. Et plus il y aura ce doute par rapport à Ethereum. Et ça, c'est extrêmement bullish pour les Layer 1 alternatifs. C'est dans l'intérêt d'Ethereum de pousser ses Layer 2. Oui, parce que Ethereum, comment dire, que tu comprennes bien. Faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde après mon explication. Justement, c'est pour ça. Je vois des questions dans le chat, quel est son intérêt, etc. L'intérêt d'Ethereum au travers de ses Layer 2, c'est que Ethereum va vendre son espace de bloc toujours aussi cher parce que on veut rediriger l'utilisateur final sur des protocoles qui exploitent les Layer 2 d'Ethereum. En gros, on ne veut pas que les protocoles soient sur Ethereum, le Layer 1. On veut qu'ils soient sur des Layer 2, des Layer 3, etc. C'est roll-up. Ils vont quand même stocker des preuves sur Ethereum. Ils vont quand même stocker des preuves de ZK, des preuves de fraude, des preuves de transactions, etc. etc. Donc, tous ces roll-up, ils vont payer des frais de transaction pour exister. Donc, il y aura toujours à manger pour les gens qui font du staking d'Ethereum, du liquid staking, etc. La valeur, elle va quand même ruisseler sur Ethereum. C'est juste que l'expérience utilisateur, elle va être déportée sur des Layer 2, Layer 3, etc. d'Ethereum. Ce que propose un Solana, un Sui, un Aptos et d'autres, c'est de proposer une expérience où tout est exécuté sur le layer, sur le Solana ou sur le concurrent. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Voilà. Solana ne cherche pas à déporter son calcul sur d'autres protocoles. Oui, on perd la décentralisation sur ces Layer 2, ces Layer 3, mais on y travaille. Et pour ce qui est des optimistic roll-up d'Ethereum, je pense qu'au fur et à mesure, ces optimistic roll-up vont devenir des roll-up hybrides avec de l'optimisme, mais aussi du ZK à l'intérieur. Donc des Arbitrum et des Optimism ne se laisseront pas bouffer aussi facilement par des solutions alternatives. C'est juste qu'ils ont fait le choix technique de rusher l'optimisme dans un premier temps pour sortir en premier. Est-ce que c'est clair du coup? Ethereum ne perd pas de son intérêt, l'Ether ne perd pas de son intérêt. Pour une adoption de masse, il faut quelque chose de simple et peu cher. S'il faut passer par des Layer 2, Layer 3, là, jamais d'adoption de masse, c'est trop complexe. Pas forcément. Je vais te répondre très simplement. Si on arrive à avoir des bridges sans faille, des wallets multi-chain, et qu'on dit juste à un utilisateur final, soit sur un MetaMask, clique sur un bouton, laisse faire, ça te change de réseau, t'inquiète, il n'y a pas de problème de sécurité, rien. Clique sur un bouton, ça fait pareil. Ça change pas grand chose à l'utilisateur final. Et si c'est une application en mode email, mot de passe ou QR code, et que tu sais même pas que c'est un Layer 2 derrière, t'en bats les couilles, tu vois. Faut juste que l'utilisation finale, elle soit bête et méchante pour tout le monde. Il y a quoi comme innovation sur Sol? Je peux lui répondre ou pas, les gars? Je peux rechill mon Solana comme un bon biaisé Solana ou pas? Ou je continue le document? Avec ça me dérange. Continue le document. Bah tiens, on y vient. Alors sur Solana, tu as Metaplex, du coup. Bon bah, je l'ai même pas fait exprès, tu vois. Le document est en phase avec ce que j'allais expliquer. Donc c'est parfait. Déjà, tu as le marché local des frais. C'est-à-dire que sur Ethereum et sur de nombreuses blockchains,
Quand tu as une application, ça peut être un mint de NFT, une marketplace de NFT, un Uniswap-like, ce que tu veux, qui sature le réseau sur Ethereum, c'est tout le réseau. Dans le cas de Solana, le marché, il est segmenté. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas avoir un smart contract qui va pouvoir saturer que jusqu'à un quart de la capacité du réseau. Donc si tu voulais vraiment saturer Solana, il faudrait que tu aies plus de 4 smart contracts différents qui chacun sature à mort le réseau. C'est-à-dire qu'au début, tu payes un frais très bas pour exécuter une transaction, exécuter un smart contract. Mais s'il commence à y avoir du spam sur ce smart contract, et bien à ce moment-là, on passe sur un marché de frais dynamique, comme c'est le cas de Ethereum. Ce système de frais locaux de smart contract, il n'était pas au lancement de Solana, il s'est mis en place après les pannes. Même chose pour le protocole Quick, ça a été une gestion différente des transactions au sein des validateurs de blocs. Quick n'est pas arrivé au lancement de Solana, il est arrivé plus tard, après une panne. Même chose avec le QoS. Donc tout ça, nous verrons si ça permet d'éviter les pannes. Ensuite, courant 2024, on va avoir le client FireDancer, qui est un client ultra optimisé pour les performances, qui va nous permettre d'avoir, comme sur Ethereum, de la pluralité de clients. Comme ça, s'il y a un bug sur un client, il y a toujours le deuxième client qui vient rattraper la misère et éviter que ce soit tout le réseau qui tombe en panne. Je vous mets en situation. Imaginons, bon, là, tu as le client officiel de Solana. Ensuite, tu as le client Jito qui est un fork du client officiel de Solana, mais ça ne change pas grand-chose. Avant que vous me posiez la question, oui, on parle bien du même Jito que le Jito qui a airdrop des jetons récemment. Et ensuite, tu as le client FireDancer. Et bien, ce qui va se passer, c'est que potentiellement, il va peut-être avoir un bug sur un de ses clients. Donc, tous les validateurs de blocs qui tourneront sur son client vont être obligés de couper leur machine pour mettre à jour le client, pour patcher le bug. Tu auras moins de validateurs en ligne à ce moment-là, un peu plus centralisé, le temps du patch du bug, mais ça ne fera pas tomber tout le réseau. Voilà pour l'innovation. Donc, quelle est l'innovation? L'innovation, c'est qu'au lieu de chercher à faire constamment de l'EVM, de faire un consensus différent, toute la gestion des transactions, la gestion de tout est différente. Voilà. Après, ce n'est qu'un concurrent d'Ethereum, c'est-à-dire que ça sert à exécuter des smart contracts, minter des NFT, héberger des protocoles. C'est un concurrent d'Ethereum. Ce n'est pas un nouveau projet qui n'a rien à voir avec Ethereum. Si c'est pas assez innovant pour toi à ce niveau-là, je peux comprendre. C'est juste qu'aujourd'hui, Ethereum n'a pas un monopole du stockage et de l'exécution. Et voilà. Moi, je suis très content d'avoir des concurrents. Et je vous parle souvent de Solana parce que je maîtrise beaucoup le sujet, mais voilà. Par contre, au niveau NFT, le fait que tu puisses hardcoder tes frais de transaction directement au niveau du smart contract, c'est quand même beaucoup plus intéressant de gérer une collection NFT sur Solana que de la gérer sur Ethereum. Et ça, c'est factuel. Hein. Moi, si je suis un créateur de NFT, je le fais sur Solana. Je le fais pas sur Ethereum. En tout cas, je lis le message. Les pros Solana sont des chouineuses avec des portefeuilles à 200 $ qui veulent faire de la DeFi. Bah oui, mais bon, le principe de la DeFi, c'est qu'elle soit inclusive, tu vois. Si la DeFi, elle est que pour les gens qui sont pétés d'oseille, c'est un petit peu dérangeant, à mon sens. Hein. Utilisateur de quel protocole DeFi sur Solana? Moi, je suis utilisateur d'aucun protocole DeFi, toute blockchain confondue. Mais sinon, j'ai déjà utilisé Jupiter quand j'avais à swapper des jetons. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai pas un DEX spot avec suffisamment de choix comme un Uniswap. En gros, moi, ce que j'aimerais, c'est Uniswap avec le choix d'Uniswap, mais avec les frais de Solana. Là, je signe. En attendant, bah, ça se passe toujours sur des exchanges centralisés parce que dès que je veux un token un petit peu early, bah, il existe nulle part à part Uniswap ou sur les exchanges centralisés. Voilà, je te réponds simplement.